The music be without sounds. Young Boss, Miss Trainer, Pitbull. Let's show 'em how we get down. I party like a rock star, look like a movie star, play like an all-star, like a porn star. Baby, I'm a superstar, always posted. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Haute-Zone Télévision. On est heureux de vous accueillir pour débattre dans la cité de Frévalon à Marseille ce soir autour d'une question sur le thème regard croisé sur la jeunesse, regard ensemble. C'est vraiment un moment qu'on va partager. Quel regard on a sur les jeunes aujourd'hui, hein? Quelle image avons-nous de cette jeunesse? Qu'est-ce qui nous est donné à voir et à comprendre de la jeunesse aujourd'hui? Pour quelle représentation collective? C'est-à-dire, ensemble, on partage finalement quoi sur notre jeunesse? Avec nous pour y répondre sur cette première partie qui va plutôt parler de la partie de représentation de la jeunesse dans les médias, eh bien, je suis heureux d'accueillir Madame Françoise Laure-Séry. Voilà, on vous donne le micro. Françoise, vous allez le prendre. Bienvenue à Haute-Zone. Merci. Alors, vous êtes sociologue à la MSH, à la MMSH. Alors, traduction, c'est Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, c'est à Aix-en-Provence. En fait, je suis au CNRS. C'est pas grave, vous inquiétez Les pas. laboratoires du CNRS ont un siège dans la MMSH. C'est une maison accueillante autant que celle-ci. D'accord. Et également, à côté de moi, Jean-Noël Ragheb, c'est ça? C'est ça, bonjour Jean-Noël. Vous bonsoir. êtes le directeur de la maison de quartier qui nous accueille. Voilà. Merci de votre accueil. Je vous en prie. Merci, Ah, merci bon. à vous de m'inviter. Voilà. Alors, nous allons donc, pendant toute cette période, travailler et voir un petit peu à toutes ces questions. Alors, dans un premier temps, pour vous, ce thème des médias, de la jeunesse, c'est des choses que vous travaillez, que vous faites tous les jours, je crois, que vous rencontrez. Et je crois que l'intérêt, ce sera de débattre. Alors, je rappelle que c'est ici un plateau participatif. Devant nous, il y a environ une quarantaine, cinquantaine de personnes. Bien sûr, pendant toute l'émission, nous souhaitons que vous puissiez poser des questions. Et je crois que l'esprit de cette émission, c'est vraiment s'ouvrir, réfléchir ensemble, et puis aussi avancer ensemble. Un plateau, c'est fait pour avancer. Alors, on va découvrir dans un premier temps ce qu'ont fait donc les jeunes dans un micro-trottoir qui a été travaillé par les jeunes et qui parle de, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de l'image que reflètent les médias? Est-ce que ça correspond ou non à la réalité? On regarde. Nous, jeunes acteurs de la société, avons décidé de prendre la caméra afin de savoir si l'image des jeunes de quartier reflétée par les médias correspond vraiment à la réalité. Alors Amine, que penses-tu de la représentation des jeunes par les médias? Est-ce que ça correspond à la réalité? En fait, je trouve que les médias banalisent trop les jeunes. Il y a trop de stéréotypes. Et voilà, c'est vrai, on parle beaucoup de violence par rapport aux jeunes. Et ça augmente la violence. Et après, ça pousse beaucoup à la violence, c'est normal. Alors, bon, puisque vous parlez de nous, vous montrez vraiment la violence. Moi, ce que je constate dans l'image des jeunes dans les médias, c'est que vous vous retrouvez très souvent, c'est vrai que c'est très souvent des faits divers, mais enfin, bon, aujourd'hui, les médias, ils appuient surtout là où ça peut avoir un aura ou une visibilité auprès du public. Voilà, moi je me sens pas visé quand je regarde un peu la télé. Ils montrent que les jeunes, voilà, c'est plein de délinquants, c'est les voyous, ils cassent, ils font des... Voilà quoi. Ils font des trucs pas bien. Bon, certes, il y a des exceptions, hein, c'est des petits, ils comprennent pas grand-chose pour le moment. Mais voilà, la plupart, on est tranquille, qu'on fait pas bordel. Hein. Pour 90% d'entre eux, n'ont aucun souci, qui ont les mêmes problèmes qu'ailleurs, qui ont les mêmes désirs qu'ailleurs, qui veulent exactement les mêmes choses que n'importe quel élève dans d'autres quartiers. Vous avez qu'on vous montre que le mauvais côté de quartier. Ils ne montrent pas le banc. Il y en a d'autres jeunes qui sont gentils, qui travaillent, qui sont étudiants, qui ont un bac+5. Ils ont intellectuels.
Il y en a qui, franchement, qui font ils savent beaucoup sur la politique de la ville, mais ils ne montrent pas ce côté. C'est vrai qu'il y a un certain public de jeunes qui souffrent d'images négatives, et c'est notamment les jeunes de banlieue. C'est à peu près ce qu'on retrouve aujourd'hui. Et les jeunes de banlieue, c'est vrai qu'on on associe à banlieue images négatives. Et ça, c'est complètement faux. Tous les médias confondus, je ne peux pas vous répondre, mais pour les journaux que je lis, je trouve que c'est plutôt positif. Positif dans le sens où on nous présente plutôt des jeunes qui font des apprentissages, qui veulent s'en sortir. La violence, elle est aussi le fait des vieux, hein, enfin des vieux, des pas jeunes, quoi. Voilà. Et les jeunes sont capables de faire autre chose que se battre, vendre de la drogue et ce genre de trucs qui sont stéréotypisés par les médias. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'on retrouve aussi quelques images positives qui ne sont, à mon avis, pas assez valorisées. Et quand on parle d'un jeune, en général, c'est un voyou. Okay. En majorité, les gens souhaiteraient voir plus d'images positives sur les jeunes, car toutes les images négatives qu'on voit tendent à augmenter la violence et les conflits et les incompréhensions entre les gens. Alors, retour sur le plateau d'Ozone. Alors, Françoise, vous êtes sociologue. Quand vous entendez ces jeunes là qui ont été interviewés à Frévalo, et le regard justement qu'ils se voient, le filtre des médias aujourd'hui, reflète-t-il réellement cette jeunesse pour vous? Et qu'est-ce que vous en pensez justement de cette réflexion que ces jeunes ont sur les médias et de la difficulté à s'y reconnaître? Oui, ils nous disent deux choses des médias. Ils nous disent d'une part que les médias cultivent les faits divers, cherchent les choses qui ne vont pas, mettent en valeur des scoops qui peuvent effectivement souligner la violence, les dérives, toutes sortes de déviations finalement. Mais ils nous disent aussi, c'est pas toujours comme ça. Il y a une diversité finalement d'images qu'on peut trouver dans les médias. Et ils n'ont pas tort. Je trouve que c'est vrai que les médias fonctionnent comme ils fonctionnent. Ils ont effectivement besoin de lecteurs et ils cherchent à attirer leurs lecteurs. Ce qui me frappe, moi quand même, quand je vois les médias, on en est exactement un exemple ici, c'est la diversité maintenant des médias de nos jours, de plus en plus grande. Il y a le Bondi Blog, il y a les télés coopératives et participatives, il y a dans la presse écrite aussi toute une série de variétés, et pour ne rien dire de ce qui se passe sur le net, avec des formes complètement diversifiées maintenant de participation des individus, des groupes, à la production de nouvelles et à la mise en circulation de nouvelles. Donc on peut pas, je pense, poser le problème uniquement à l'échelle des médias comme ça a été fait. Moi, j'ajouterais volontiers les politiques, en fait. Les politiques. Oui, j'ajouterais volontiers une mise en cause. Alors là, une vraie mise en cause, pour le coup, parce que là, on relève de choix et de stratégie. Les médias, finalement, ils doivent avoir des lecteurs et ils cherchent à attirer l'attention des lecteurs, parfois par des reportages plus complets, plus nuancés, parfois en reportant des faits divers. Et là, on est parfois gêné de la façon dont ils sont commentés, c'est vrai. Mais les politiques, eux, ont le choix. Quand vous voyez ce qui s'est passé dans l'actualité récente avec des épisodes un peu violents, mais c'est rarissime, hein, 1 pour 100 000, 1 pour plus que ça d'élèves, un épisode comme ça, c'est rarissime. Qu'un épisode comme ça attire immédiatement une réponse politique et une réponse hallucinante. Hein. On va mettre des portiques, on va fouiller les élèves, etc. Réponse qui gêne tout le monde. Et pour vous, là, il y a de la violence. Ah ben là, il y a en tout cas une exhibition de la violence, une politisation de la violence et une fabrication de stéréotypes redoutables que les médias ensuite, ma foi, ils font avec. Ils reprennent, ils corrigent, c'est varié. Le rôle des médias, à mon avis, est plus varié que la fabrication du stéréotype, mais ce qui fabrique dans notre société beaucoup du stéréotype, c'est finalement le monde politique. Alors, Jean-Noël, est-ce que vous partagez de ce que vient de dire Françoise et vous La première chose, moi je travaille ici depuis 20 ans, donc on a été présenté comme des hommes ressources, je le suis, mais par contre je ne suis absolument pas un spécialiste ni un expert des médias. Par contre j'ai des choses à dire, parce que étant au cœur de cette cité depuis 20 ans,
forcément, la question de l'image que donnent les médias de la cité m'interpelle beaucoup. Donc j'ai effectivement des choses à dire. Et c'est sur ce que j'ai à dire, moi, contrairement à ce que dit madame, je dédouanerai moins la responsabilité des médias sur cette image un peu stéréotypée, faite de clichés, de choses un peu spectaculaires qui font vendre des journaux, mais qui ne donnent surtout pas à comprendre. On est plusieurs là à travailler sur le quartier, à intervenir depuis des années. Ce qu'on peut témoigner, et je suis sûr que mes collègues me rejoindront, c'est que quand on est sollicité par les médias, c'est toujours quand des choses graves, lourdes, difficiles se déroulent dans la cité, mais c'est jamais quand ça se passe bien. Alors vous me direz, mais le rôle des médias, c'est pas d'annoncer que les trains arrivent à l'heure, mais peut-être un petit peu. Le rôle des médias, est-ce que ce n'est pas de mettre en perspective les phénomènes de banlieue? Est-ce que ce n'est pas d'analyser, d'essayer de comprendre, de faire de l'investigation dans les cités pour comprendre lorsqu'il y a un fait divers, pourquoi est-ce qu'il y a ce fait divers, lorsqu'il y a des réseaux de deals démantelés, qu'est-ce qui se passe à côté, que font les travailleurs sociaux, que font les habitants? Est-ce qu'on peut réduire à une cité, par exemple, un trafic de deals? Moi, j'ai le souvenir, par exemple, d'un gros titre sur la Provence où on lisait Frévalon. En première page, donc, Frévalon, supermarché de la drogue. C'est terrible de dire une chose comme ça. Alors, effectivement, il y a de la drogue à Frévalon. Est-ce que pour autant, est-ce qu'on peut résumer la cité à un supermarché de la drogue? Voilà, c'est un titre qui a fait des dégâts dans la cité, comme d'autres. Et moi, je trouve qu'on ne fait pas du journalisme comme on vend des cravates et qu'on ne peut pas, sous prétexte que les médias doivent vendre, accepter que la réalité des cités soit aussi déformée. Moi, je trouve ça détestable. Alors qu'après, que les médias soient au service des politiques, qui ne partagent pas seuls cette responsabilité, c'est un fait. Je crois qu'effectivement, les politiques ont aussi leur responsabilité. Mais en même temps, moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on dédouane la responsabilité des médias. Voilà. Alors, aujourd'hui, quand ce sentiment d'être reflété, d'être vécu par les médias comme un peu stigmatisé, quelle influence, aujourd'hui, quel effet ça peut avoir sur des jeunes qui se sentent comme ça, traités à un moment de tel comportement, de tel aspect, de telle difficulté. Est-ce qu'à force de stigmatiser une population, on peut avoir un effet Pygmalion de dire, je vous dis, à force de vous dire ça, vous le devenez? Qu'est-ce que vous en pensez, ça? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un effet des médias ou c'est un petit peu comme les choses qui passent, ça s'envole et finalement, il ne reste rien? Il y a l'expérience sociale plus généralement, pas seulement les médias, pas seulement l'image qui vous est renvoyée de vous, une image défavorable dans les médias, mais l'expérience sociale difficile éventuellement peut effectivement abattre quelqu'un, évidemment. Ce qui frappe dans la jeunesse, souvent, c'est parce que je suis vieille que je dis ça peut-être, mais c'est la résilience, c'est la capacité de rebondir, c'est la capacité d'affirmer son potentiel, d'affirmer son avenir, même dans des situations très, très difficiles. Je pense à une chanson qui peut être connue ici, qui s'appelle Jeunesse France, qu'on trouve de... Vous voulez la chanter? Ah non, trop compliqué, beaucoup trop compliqué. De Psychiatre de la rime qui se trouve sur Internet. Hein, et cette chanson-là, elle est très intéressante parce qu'elle affirme bien, on a du potentiel, on n'est pas le problème, on est la solution, disent les jeunes dans ce film. Et c'est vrai que pour une part, la conscience des jeunes, ce qui les spécifie en tant que génération, c'est ça. C'est cette capacité de dire non, je lutte et je ne veux pas être une victime. C'est vrai que par ailleurs, il y a des situations où on accuse les jeunes de jouer les victimes, de s'enfoncer dans la victimisation et de barboter là-dedans. Bon, c'est possible aussi, bien entendu. Alors, aujourd'hui, on a parlé justement sur cette idée de dire que le média, c'est ce qui véhicule les images, ce qui peut accentuer la victimisation. Mais est-ce que, pour revenir un peu sur la question, le média peut pas être l'appui à des politiques publiques, type politique sécuritaire? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous sentez que les médias, quand vous voyez titrer sur la cité un certain nombre de choses, est-ce que ça, finalement, l'enjeu, c'est pas forcément le public, mais c'est autre chose? Oui, je crois, moi, que les médias reflètent un type de société. Et bien entendu, dans un monde où il faut aller vite, où il faut passer successivement d'une information à l'autre, où il faut vendre, où il faut faire de l'audimat, on a dessus tout de suite un type de société qui est basé sur la rentabilité immédiate, sur la compétition, sur le manque d'analyse, sur le manque de culture. Et là, on est bien en phase avec un type de société. Une société qui serait, je pense,
plus juste, plus égalitaire, plus humaniste, c'est une société où on aurait des journalistes, contrairement à ce qui se passe, qui viendraient sur les cités nous parler des événements dramatiques, mais qui viendraient prendre le temps aussi de parler de tout ce qui se passe positivement dans la cité. Et dans cette cité, la cité ne se résume pas à ces faits divers. La cité, effectivement, moi je vois plein d'images connues de jeunes de la cité, ça se résume aussi à des jeunes qui font du théâtre, des jeunes qui font du foot, des jeunes qui font du sport, des jeunes qui font des études, des jeunes qui cherchent à s'en sortir, et des jeunes qui cherchent aussi à lutter contre les discriminations dont ils sont victimes parfois à l'extérieur, notamment lorsqu'ils cherchent un emploi ou lorsqu'ils cherchent un logement. Discrimination qui est alimentée malgré tout par ce type de journalisme, ce type de médias. Sachant que moi, ce que je remets en cause, c'est pas les hommes et les femmes qui font ces métiers, parce qu'on a souvent affaire à des professionnels. C'est un système qui fait que les journalistes, souvent, sont appelés à faire des reportages rapides, on leur demande d'aller très vite. Nous, chaque fois qu'il y a un fait divers, par exemple, grave, on a souvent des journalistes de radio, par exemple RTL ou France Inter, c'est arrivé aussi, européen, des gens qui nous disent, voilà, je suis à Marseille pour parler de tel fait divers, je suis pas très loin de chez vous, est-ce que vous pouvez me recevoir? Et quand je dis aux gens, ben là, moi, je peux pas, mais par contre, je peux vous recevoir en fin de semaine, les gens nous disent, non, non, c'est trop tard, c'est maintenant ou jamais. Alors souvent, ce qu'on dit, pas toujours, parce que parfois on a envie aussi de dire autre chose, mais souvent ce qu'on dit, ben alors à ce moment-là, c'est jamais. Parce que c'est détestable cette manière de faire. Voilà, c'est détestable parce qu'encore une fois, ça réduit l'image des cités. Mais je le répète, c'est pas tant la formation des journalistes, hein. C'est cette sorte de spirale qui fait que quand ils rentrent dans les journaux, dans des médias, on leur demande d'aller très vite, de faire de la rentabilité. Alors la vitesse. Est-ce qu'aujourd'hui cette vitesse elle est totalement responsable de cette stigmatisation. Et je sais pas, alors on va peut-être se tourner aussi vers la salle. Est-ce que vous auriez des questions qui vous viendraient à l'esprit? Oui, madame? Pas de questions? D'accord, très bien. N'hésitez pas à poser des questions si ça vous vient. Ça peut être très intéressant de vous entendre un petit peu sur ces domaines-là. Moi, je voulais savoir... alors, je vous observe, hein, attention. Je voulais savoir si cette vitesse, elle était lignée avec les... Donc, c'était les médias qui avaient accentué. Ou est-ce que la peur de la jeunesse précédait aussi les mass-médias? C'est pas d'aujourd'hui qu'on a peur de la jeunesse. Est-ce que c'est quelque chose qui est récent, cette manière de stigmatiser la jeunesse ou de stigmatiser peut-être des classes populaires en disant, est-ce que dans la société française, finalement, c'est pas quelque chose qui remonte à loin? Oui, bien sûr. C'est une société de classe et les classes dominantes craignent la révolte des autres, ça c'est clair. Hein. Et on est, bien qu'on ait pu contester l'idée qu'on est maintenant encore dans une société de classe, on est quand même encore dans une société où il y a de très fortes disparités et des gens qui ont du pouvoir, qui ont des ressources et qui ont peur de les perdre. Ça, c'est clair. Très bien. Alors, est-ce que vous avez questions, je répète, dans le public, des observations à faire sur cette question-là? Voilà. Monsieur là, vous avez une question? Non? D'accord. Vous partagez ce qu'on est en train de dire? Là, je vous sens un petit peu... D'accord, c'est pas grave. Alors, c'est peut-être le côté mass-média qui a tendance à paralyser aussi, non? Alors, voilà. Alors, allez-y, présentez-vous. Oui, bonsoir. Moi, je souhaitais revenir justement sur le parallèle que vous dressiez tout à l'heure. Pardon, vous m'entendez? Très bien, on vous entend très bien, vous pouvez parler. Alors, votre prénom, c'est comment? Abdoulatif, pardon. Voilà. En fait, vous dressiez un parallèle... Tenez bien votre micro, hein, parce qu'on vous entend bien. Voilà, oui. Allez-y. Vous dressiez un parallèle tout à l'heure sur le lien qui pouvait exister entre les politiques et les médias. De façon générale, la connivence qu'il pouvait y avoir entre eux. Et je trouvais que vous n'étiez pas allé assez loin, justement, dans cette corrélation-là. On avait besoin de votre intervention. en omettant d'y ajouter, la part du public, en fait. Oui. Le fait que le public... La part du public. Oui, le public, en fait, en tant que consommateur, était finalement peut-être le vecteur de ce choix-là, de la masse média. Enfin, disons que le parti pris des médias, entre guillemets, qui serait de véhiculer, de montrer des images
des jeunes des quartiers violents, etc., découle du fait qu'à un moment donné, il me semble, que l'intérêt pour justement ces phénomènes de violence dans ces quartiers-là intéresse plus les gens, plutôt que de montrer, il me semble, des gens qui réussissent, qui réfléchissent et qui sachent se débrouiller. Voilà, donc... Alors, est-ce que vous partagez cette approche-là ? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, finalement, on a un peu les médias qu'on mérite, et puis que finalement, ce qui est regardé par les gens, c'est parce qu'ils donnent ce qui est regardable, quoi. C'est ce que vous dites, hein, c'est ça ? Moi, c'est ce que je pense. Plutôt que de stigmatiser comme ça, à brûle-pourpoint, le média... Les médias, voilà. Voilà, je dirais, moi, en définitive, ce prisme-là découle d'un choix, de notre choix à nous, consommateurs. Oui, moi, je trouve qu'il aurait fallu peut-être un expert de sociologue de la sociologie des médias pour répondre à cette question. C'est une question un peu difficile, mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que est-ce que parce qu'à un moment donné, dans la Grèce antique, je ne suis pas historien, j'espère ne pas être trop approximatif, est-ce que parce que les jeux du cirque attiraient du monde, qu'il n'a pas été bien à un moment donné qu'on passe à autre chose et que les jeux du cirque disparaissent. Voilà. Les jeux du cirque, à un moment donné, il me semble qu'ils ont été institués, justement pour divertir la masse. C'est qu'à un moment donné, la masse avait besoin, la foule, la populace avait besoin justement d'un vecteur pour extérioriser sa violence, et plutôt que d'aller combattre et de se battre dans les ruelles de façon, je dirais, primitive, l'Empire a décidé justement d'instaurer, il me semble, ces jeux du cirque, pour que justement, à un moment donné, ce sentiment-là de violence s'extériorise. Et voilà. Donc, je pense que c'est quelque chose d'organisé et qui a, à un moment donné, régulé de façon, je dirais, cohérente ou canalisé, je dirais, des violences. Et pour vous, on en serait encore au niveau des Grecs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a pu apprendre depuis 3000 ans, rien n'aurait bougé. Manifestement, non. Donc, toujours besoin de jeux du cirque, en fait, c'est un grand jeu. Je ne voudrais pas que cette discussion se résume entre monsieur et moi, parce que je vois beaucoup de visages, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des choses à dire là-dessus. Alors, donc, prenez le micro. La seule chose moi, ce que je crois, c'est que la démocratie, c'est toujours à construire et à reconstruire. Je veux dire par là que, effectivement, on est toujours, et on le voit dans un pays qui est très proche de nous, qui est à la dérive, à mon avis, complète, en Italie, avec le berlusconisme, avec toutes les dérives qu'il y a de jeux de cirque, de choses que j'estime où vraiment l'Italie est une démocratie en danger. Il faut se méfier parce que c'est pas très loin de chez nous, parce que chez nous aussi, on a des dérives médiatiques qui sont graves. On a des jeux du cirque modernes, où effectivement, on tue pas en direct, mais je trouve qu'on tue des idées, on tue une forme d'état d'esprit, on tue une culture, on tue un certain humanisme, un certain respect de la personne, et que si on ne veut pas qu'il y ait plus de ça, il faut continuer à se battre, et surtout ne pas accepter que les médias se résument justement au fait que les gens sont attirés par des choses faciles. Voilà. Parce que si on se contente de ça, on va reculer, et à grands pas à mon avis, si on n'a pas déjà trop reculé. Voilà. Alors, médias prédateurs, est-ce que vous partagez cette approche-là ? Allez-y. Alors, vous mettez debout. Alors... Je mets debout. Bon, bonsoir. Bonsoir. Je parle doucement parce que j'ai une angine, alors je peux pas... Alors, vous parlez bien près du micro. Ouais, comme ça ? Ah, c'est mieux. Voilà. Alors, je me présente. Je suis Linda, je suis habitante de Frévalent. Ça fait bientôt 23 ans que je suis sur le quartier. Il y a des choses, c'est vrai que c'est injuste. Il y a les médias, par exemple, ils parlent des jeunes de quartier. Et il y a des choses qui arrivent, que c'est pas grave. Le jour au lendemain, c'est sur les journaux. Ça part dans les radios. Moi, j'étais une fois à Arles. Et je reviens sur l'affaire de l'élève qui a giflé le professeur. J'étais à Arles et j'entendais ça dans la radio. Ça m'a choqué. C'est une affaire qui est partie très loin. Parce que c'est un jeune de Frévalent. Parce que c'est un quartier. C'est un jeune de 13e arrondissement. Mais c'est quand arrive un problème sur d'autres quartiers, on parle une journée, ça passe même pas sur le journal, donc ça passe à la télé, ou le jour au lendemain, on n'entend plus parler. Moi, je trouve que c'est quand même... Donc d'une part, c'est une sacrée caisse de résonance sur un fait qui, par ailleurs, pourrait passer totalement inaperçu.
Oui. Et puis deuxièmement, c'est quelque chose qui, dans l'esprit, va faire d'actualité un moment et disparaître le lendemain et laisser finalement les gens comme ça, quoi. Il n'y a pas il y a pas de suite. Voilà. Par contre, moi je reviens aussi, moi juste ce que je pense, le jour où un jeune qui a balafré son prof, c'est un garçon qui est parti d'un milieu très riche, des gens très bonjour, c'est des gens très aisés, ils n'ont pas parlé, ni sur les journaux, ils ont parlé une seule fois, après il n'y a rien. Mais par contre, sur un jeune de quartier nord, parce qu'il est de 13e, 14, il y a trop de médiatisation, c'est pas possible. Et ces gens-là, il y a beaucoup d'injustice quelque part. Et c'est pour ça que la violence, elle augmente. Pourquoi ? Parce qu'ils vivent dans l'injustice. Il y a personne qui... c'est important de parler de ça aussi. Voilà. Parce qu'un jeune, il n'est pas violent. C'est pas vrai, parce que quand vous parlez avec ces jeunes de quartier, ils sont pas violents en réalité. Parce que quand vous discutez avec eux, non. Parce qu'ils sont en train de montrer quelque part, c'est comme un secours. Vous voyez, comme on dit, ils se montrent d'une autre façon, qu'ils existent, qu'ils sont là. D'accord. Alors, écoutez, ça va être l'occasion aussi de dire, vous faites la transition, je crois que on vient un petit peu de voir un petit peu comment représenter la jeunesse. Maintenant, il faut peut-être voir, finalement, est-ce que la jeunesse est telle qu'on la représente, ou alors, quand on parle de la jeunesse, on parle de quoi concrètement ? Quels sont leurs potentiels ? Eh bien, on va découvrir, à travers un reportage, justement, les potentialités des jeunes. Et là, ça va être donc le Délire Motion à Frévalon, des jeunes qui ont travaillé sur une initiative. On découvre. Bonjour, nous sommes sur les collines, sur les hauteurs du quartier de Frévalon, 13e arrondissement de Marseille. Et donc nous allons vous donner une vision nouvelle des jeunes de quartier. On part à leur rencontre. Bonjour, nous sommes en direct des studios de Délire Motion. Alors dites-moi, Délire Motion, c'est qui ? Délire Motion, c'est un groupe qui a été créé pour, dans le but de faire de la radio et de le mettre sur Internet, donc de faire de la web radio. Donc là, je suis en train de finaliser un montage il s'agit de la Japan Expo qui s'est passé le 20 février, 20-21 février. Qui sont présentés ici à la Japan ? Ouais, on avait hésité, c'est cher. Qu'est-ce qui vous attire dans la culture japonaise ? Les japonaises déjà. C'est surtout parti d'une envie commune des 8 membres. On avait tous envie de parler, on avait tous quelque chose à dire. On ne parlait pas forcément beaucoup de notre quartier. Nous, on l'apprécie beaucoup, on essaie de s'engager dedans, on s'investit et on voulait faire passer une autre image que ce que sont les gens envers notre quartier. Quand on a parlé de la fermeture de ED, à notre manière, pas comme les médias auraient pu parler de cette fermeture. Ensuite, faut pas se leurrer, on fait aussi ça pour pouvoir sortir, bouger du quartier, pouvoir profiter. Grâce à ça, on fait des sorties cinéma, on est parti à Nantes, à Port-de-Boucle, là-bas on a fait des interviews, on est resté 10 jours à Nantes. On s'est bien amusé, ça nous permet de nous évader, de changer de décor un peu. Dites-nous en quelques mots quels sont vos projets pour l'avenir. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, le but c'est les plateformes multimédia. Donc là, on fait la radio et Internet. Bientôt, on va se lancer sur la vidéo, montage, interview par vidéo. Et prochainement, on compte aussi animer une émission culturelle. Et donc là, autour d'une table filmée, on animera une petite demi-heure de culture. Et voilà, c'est ce qui est le coulisses de Délire Motion. Alors, retour sur le plateau, donc avec de nouveaux invités qu'on va découvrir. Alors aujourd'hui, maintenant, on va parler donc quelles sont un petit peu et découvrir un peu les potentialités des jeunes sur un quartier. Finalement, est-ce que vous vous retrouvez dans l'image que véhiculent les médias et vous, qui vous êtes ? Qu'est-ce que vous avez envie ? Qu'est-ce que les jeunes ont envie de faire ? On va prendre l'exemple de Frévalon, qui est le quartier qui nous accueille aujourd'hui, et découvrir un petit peu derrière qu'est-ce qui vous anime, comment vous vous trouvez dans ces quartiers. Alors, avec nous, sur ce plateau, donc, il y a Mohamed.
À gauche, Zé Mirilé, alors c'est pas vous, si, voilà. Il y a deux Mohamed, l'un à côté de l'autre, donc qui est journaliste à Bloody Blog, hein, qui est un blog citoyen. Ensuite, on a Jérôme, bonjour Jérôme. Jérôme Aubrin qui cause avec son petit camarade, ancien responsable du secteur jeune. Voilà, donc bienvenue Jérôme chez vous. Au centre social de Frévalon. Voilà, au centre social de Frévalon, à côté. Au bâtiment, effectivement. Voilà, à côté, hein, où se passe le stage BPGEPS. Le groupe Dailymotion, à son complet, qu'on vient de regarder dans un reportage. Alors, pas à son complet, pas à son... Presque à son complet, voilà. Voilà, presque à son complet. Alors, être jeune à Frévalon, aujourd'hui, vivre sa jeunesse à Frévalon, envie de quoi? Envie de faire quoi? Alors, qui se lance? On dit être jeune à Frévalon, mais on est des jeunes comme tout le monde, c'est pas forcément à Frévalon. Avant tout, on est des jeunes, parce qu'on parle trop des jeunes de cité comme si c'était des personnes à part, comme si c'était pas des personnes comme tout le monde. Et on fait je pense qu'il y a des débats qui n'ont pas lieu d'être, parce qu'on parle de jeunes de cité comme si on parlait voilà, des personnes à part, mais pourtant nous sommes des jeunes comme tout le monde. Il y a des gens qui essaient de réussir, d'autres non, et on est là, je sais pas, il n'y a pas de fait qui montre que les jeunes des cités sont ainsi, les jeunes des cités sont cela. Déjà. Alors présentez-vous votre prénom. Marfouzou, je fais partie du Dailymotion. Et en fait, déjà, le fait de dire jeune de cité, pour moi, ça me plaît pas, c'est assez péjoratif. Et je préfère dire comme mon collègue jeune. Pour vous, ça a quelle connotation quand on vous appelle jeune de cité? Qu'est-ce que vous ressentez? Moi, je me sens parqué dans un secteur, la banlieue, non. Ça, comme il a dit, ça n'a pas lieu d'être de dire ça. Est-ce que c'est une image qui vous colle à la peau? Oui, ça dépend où on va lorsqu'on écrit dans notre CV notre adresse. Déjà, Frévalon, ça le fait pas trop. Et franchement, ça me plaît pas trop ça que on jette mon CV juste parce qu'il y a marqué Frévalon dessus. Même pas ils lisent le reste de mon CV alors que je suis diplômé, j'ai de l'expérience. Je comprends pas vraiment ce qui se passe. Est-ce que ça vous fait réagir quand un témoignage de jeune comme ça vous dit écoutez mon CV, là je vous regarde, est-ce que mon CV, j'habite Frévalon et c'est en soi quelque chose aujourd'hui qui est discriminant et on me jette une étiquette. Qu'est-ce que vous en pensez à ça? Vous le vivez comment? Alors allez-y. Voilà, ça marche pas. Si vous inquiétez pas. Voilà. Alors moi j'ai déjà un garçon qui bientôt va faire 23 ans. Et il est plus étudiant depuis 2004. Et chaque fois, il fait une demande, première année bac. Et chaque fois, il fait une demande de CV où il se présente. Ils lui disent OK. Et ça ne veut rien dire avec le nom, le prénom. Parce que quand même, il a un prénom français et un nom français. Quand il marque 51 minutes de Frévalon, il n'y a pas de réponse. J'ai par contre autre chose à vous dire. Moi, je tiens une permanence ici à Maison de Quartier. Je suis dans la médiation sociale service. Je travaille avec M. Pérez dans la médiation. On est partenaire. Chaque fois, on envoie un jeune. Il vient nous voir. On fait un CV, une demande de lettre de motivation. C'est négatif. Un jour, on a ras-le-bol. Je prends mon téléphone, j'ai appelé cette personne pour dire comment ça se fait. C'est 10 jeunes quand même de Frévalon. Il n'y a aucun qui était pris pour la médiation sociale dans l'RTM. Il n'y a aucun dossier qui était retenu. Soit disant qu'ils me sortent, je vais dire un peu une feinte, ils me disent oui parce qu'ils ont fait une enquête, que le jeune, il n'a pas payé un PV de ticket de 1,70 €. Je trouve que c'est pas grave ça. C'est très grave, c'est très grave. Ouais. Jérôme, vous êtes animateur, vous avez été animateur jeunesse. J'étais. Vous étiez. Alors, vous n'êtes plus. Exactement, ouais, j'ai arrêté. Ouais. D'accord. Alors, quand on entend ce témoignage aujourd'hui, ces jeunes qui disent on habite un territoire, c'est difficile. Est-ce que pourtant, vous qui les avez côtoyés un certain temps, la potentialité humaine, elle est là de ces jeunes? Est-ce qu'ils ont du potentiel, ou alors est-ce qu'ils sont tellement marqués par un territoire qu'ils ont perdu toute aspiration ou toute envie de faire les choses? Comment vous aimez les décrire? Déjà pour moi, votre question, quitte à vous foutre un peu le débat en l'air, je trouve qu'elle n'est pas forcément bien posée. Il faut la reposer.
enfin, je m'explique justement, ce que je regrette dans ce type de question, même si effectivement il faut la poser, c'est que là vous avez pris en exemple effectivement un groupe de jeunes qui méritent effectivement qu'on parle d'eux, de par leur travail enfin, surtout de par leur travail d'ailleurs et l'envie qu'ils ont de s'ouvrir et de vivre différentes expériences. Maintenant, en termes de potentialité, je pense que ce qui me semble un peu rendre compte aussi de ce qu'on a entendu dans le premier débat, c'est à un moment donné, il faut faire des généralités. C'est vrai que ça permet les représentations permettent de faire avancer, de voir un petit peu mieux de quoi on parle, mais à un moment donné, il faut peut-être aussi revenir à une base qui est celle de l'individu. Donc moi, je préférerais me placer du point de vue de quelqu'un qui a travaillé avec des individus, qui avaient des potentiels qui étaient différents, mais comme dans tout le reste de la société. Et c'est pour ça que sur ce quartier-là, des personnes qui souhaitent développer leur potentiel, il y en a, tous les habitants potentiellement de Frévalon disposent d'un potentiel. Après, quel potentiel pour aller où, au service de quel projet, au service de quelle vie, ça pour moi c'est un autre débat. Donc pour revenir un peu sur la perche que vous me tendiez, effectivement il y a des personnes qui ont des difficultés, donc qui sont moins à même de pouvoir exprimer leur potentiel. Malgré tout, le potentiel, la question de savoir s'il y a des jeunes sur Frévalon qui ont un potentiel et quel est ce potentiel, pour moi c'est un non-sens. Tous les habitants de Frévalon ont un potentiel, parce que tout le monde n'a pas forcément de projet individuel. Je pense que justement la difficulté quand on vit dans les quartiers, c'est des fois effectivement au bout d'un moment de se renier et de plus avoir l'impression de pouvoir développer ce qu'on a envie de développer, que ce soit être facteur, être bac+5, ça me paraît... Je préférais qu'il y ait un certain retour normé sur l'image des jeunes. Bon, déjà, les jeunes, c'est une catégorie tellement immense que ça fait un peu fourre-tout. Alors, justement, là, c'est pour ça qu'on a choisi de parler des jeunes de Frévalon, pas des autres, parce que c'est vrai que c'est assez large. Alors, quand vous dites ça, ça veut dire que chacun a son parcours et qu'en fait, le fait d'un territoire ou le fait d'une représentation de la société va pas être un cumul de handicap ou des choses comme ça. Ça veut dire que c'est pas les bons termes. Ce que vous avez compris, je me suis effectivement peut-être mal exprimé. Il faudra peut-être développer un petit peu plus l'impact de l'environnement sur une personne. Je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire que ça existe. Si je vous mets, déjà ne serait-ce qu'au niveau des vêtements qu'on porte, on voit bien en été qu'on est sur des vêtements différents. Il y a quand même un impact de l'environnement, même au niveau peut-être d'impact psychologique. Mais là, effectivement, pour reprendre une formulation à la mode, je ne suis pas psychologue, donc je ne veux pas forcément m'étaler sur le sujet, même si je pense qu'il y a un impact clair sur la mentalité des personnes lorsqu'on vit dans un certain environnement. Donc l'impact environnemental, il existe, il existe pour tout le monde. Maintenant, est-ce que c'est un frein pour certains ? Ouais, ça peut l'être pour certains, ça l'est moins pour d'autres, parce que ça peut être vu aussi comme un motif de, un facteur développant, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une espèce de hargne, de rage ou de volonté pour certaines personnes, suivant la manière dont ils réagissent, pour justement se servir de cette situation, pour aller au-delà, pour se battre, pour pousser, etc. Est-ce que certains ont envie de réagir sur cette question ? Mohamed, en attendant que vous réfléchissiez à votre question, Mohamed, vous êtes dans un blog qui essaye de parler justement un petit peu citoyen. Aujourd'hui, vivre sa citoyenneté en tant que jeune, mettre des projets en place, comment on se sent ? Est-ce qu'on se sent bien dans la société française ? On ne se sent pas bien ? Quand on est à Frévalon, est-ce qu'on trouve des obstacles ? Est-ce que son parcours, il est lié simplement à son histoire individuelle, à ses ressources ? Comment on vit sa jeunesse ? Est-ce qu'on est révolté ? Comment vous sentez, vous qui traversez à droite à gauche des jeunes rencontrés ? Oui, allez-y. En fait, moi, j'habite pas à Frévalon. J'habite à Busserine. Ouais, la Busserine, ouais. Voilà. Et tenez bien près votre micro, voilà. C'est vrai qu'en faisant des reportages, c'est un peu dur. Parce qu'en fait, les gens, ils parlent en fait qui viennent déjà des quartiers difficiles, on va dire. Ils sont maghrébins ou africains. Et en fait, ils se sentent pas... Comment dire ? Ouais. Ils se sentent pas accueillis. Ils se sentent pas, voilà, accueillis. Ils se sentent différents. Accueillis. Donc l'accueil. Est-ce que vous, du groupe, vous vous sentez accueillis ? Accueillis pour... Accueillis en tant que personne qui dit on vous attend.
On vous attend, on vous a préparé un peu la voix, ou est-ce que vous sentez que c'est des choses qui ne vont pas de soi-même? Quand vous avez fait votre projet de radio, est-ce que ça a été quelque chose qui est venu comme ça, ou alors il a fallu que vous vous battiez? Nous, à la base, c'était une envie de découvrir la radio. C'était un projet qu'on a voulu monter. C'était pas, je sais pas, on a voulu le monter. On a fait les moyens pour pouvoir le monter. À partir de ça, la radio elle est venue petit à petit. Parce que ça a été dur de le faire, ou alors c'est quelque chose, on vous a ouvert les portes facilement? C'est pas qu'on nous a ouvert les portes facilement. Je pense que quand on veut quelque chose, on fait tout pour avoir. On essaye de se battre. On n'a rien facilement. On peut pas dire ouais, demain je vais avoir ça. C'est pas vrai. On a essayé de faire la radio. Maintenant, ça fait 1 an et demi, un peu plus. On a fait des interviews, tout ça. On a presque abouti. Mais parce qu'on a voulu. Parce qu'on a dit un jour, voilà, on s'est réunis, on a dit ouais. Bon, parce qu'au début la radio c'était plus un projet, voilà, pour nous évader un peu, parce que c'est un projet collectif, parce qu'on est un groupe d'amis. Et maintenant, voilà, c'est presque, pour moi personnellement, la radio c'est devenu une passion, parce que je sais pas, on se retrouve entre nous, on s'amuse tout en travaillant, et pourtant on a travaillé, et je sais pas. Alors, Mohamed parlait de ce côté, on est africain, on est musulman, on est etc. On n'est pas forcément, on a quand même des choses qui sont difficiles. Est-ce que vous le ressentez, vous? Difficile en quoi? Difficile à s'intégrer, ou être pas forcément un peu discriminé, rejeté? On est un peu discriminé, ouais, mais faut pas pousser le bouchon, comme on dit. Non, mais c'est pour ça. Parce que ouais, on aime bien dire que voilà, on vient des quartiers, on est noir, on est... Voilà, il y a deux dans la salle. Attendez, on va laisser parler parce qu'ils ont parlé, ils veulent parler. Non, je veux dire quelque chose parce qu'une chose que j'ai pas aimé du tout, quand vous dites intégrer, je suis désolée, c'est des gens qui sont nés en France. Intégration en quoi? Ils sont nés ici. C'est ça le mot que j'aime pas du tout quand on dit vous êtes intégré à quelque chose. Intégré en quoi? Ils sont nés ici. Vous n'aimez pas quand moi, j'aime pas ce mot-là. Non, pas du tout. Alors, juste à votre droite, donc juste à votre droite, le monsieur, puis après la dame. Oui, Jean-Paul. Voilà, moi je trouve que les deux plateaux montrent bien les deux aspects du problème tel qu'il est posé aujourd'hui. Dans un premier temps, on parlait de l'image des jeunes dans les médias, et je crois que ce qui est le plus signifiant, c'est que les médias utilisent l'image des jeunes pour faire peur. Et pas seulement l'image des jeunes, l'image des quartiers populaires. Et en même temps, quand on voit que les jeunes s'expriment, on mesure bien l'écart. On est quand même dans une société qui aujourd'hui, tous les jours, il y a 3000 chômeurs en plus. On est dans une société où il y a des tas de boîtes qui ferment. On est dans une société où il y a très peu de débouchés professionnels, où l'avenir des jeunes est fortement menacé. Alors, c'est plus facile pour les médias et pour le pouvoir de faire peur avec les jeunes que de montrer leur image réelle. Et leur image réelle, c'est laquelle? C'est celle qu'ils expriment eux-mêmes. C'est-à-dire, il n'y a pas un problème spécifique des jeunes aujourd'hui. Il y a le problème, effectivement, des difficultés que connaissent les quartiers populaires. Et ce n'est pas les habitants des quartiers populaires qui en sont responsables. Donc ça rassure quelque part l'opinion publique d'avoir un bouc émissaire. Ça rassure complètement l'opinion publique d'avoir un bouc émissaire, et plus que ça, ça permet de faire passer des politiques sécuritaires, ça permet de faire peur aux Français moyens qui s'imaginent être assiégés par des jeunes dangereux, alors que les jeunes n'aspirent qu'à vivre. On a tous été jeunes, c'est une maladie qui se soigne, je veux dire. Mais par la vieillesse. Ouais, et autrement. Mais je crois que c'est important de montrer ça, c'est-à-dire que les jeunes sont effectivement aujourd'hui utilisés comme des boucs émissaires pour faire peur, pour camoufler les vrais problèmes. Alors, juste derrière vous, donc, vous allez vous lever, vous présenter, votre prénom? Moi, je m'appelle Zora, bonsoir. En fait, c'était pour paraphraser madame, je voulais intervenir par rapport au mot que vous avez dit, intégration. Je suis pas tout à fait d'accord, ce mot, ça me plaît pas non plus. Ils n'ont pas à être intégrés, ils sont nés en France, la plupart, bon. Mais j'en profite aussi pour dire, est-ce que, c'est une question assez jeune, est-ce que ils profitent de cette radio
pour exprimer justement, ou pour dénoncer ce qu'ils voient dans les journaux, pour dire non, ça je suis pas d'accord. Est-ce qu'ils en profitent un petit peu ou c'est juste vraiment pour s'amuser uniquement? Je pense que c'est un moment où ils s'expriment et il faut en profiter. Donc je voulais savoir s'ils le font ou s'ils ont l'occasion de le faire autrement, de dire qu'ils sont pas d'accord tout simplement avec ce qu'ils voient ou ce qu'ils entendent. Alors Jérôme et après Mohamed. Je vais me permettre d'en parler, après ils s'exprimeront aussi. Ça va venir. Ça va venir, tout simplement parce que ils l'ont déjà fait à travers 2-3 interviews. Après, justement, mais je pense qu'ils l'exprimeront mieux que moi, même si là je suis en train de le faire à leur place. Je pense qu'ils ont eu aussi envie à un moment donné de sortir des cases. Je pense que c'est des individus qui n'aiment pas forcément rentrer dans des cases et qui préfèrent justement laisser un peu planer le mystère, ce qui peut peut-être faire amener les gens à les rencontrer et à voir réellement qui y a derrière les images et les généralités, parce qu'on en fait tous là-dessus. Là-dessus, je le pense. Donc ça va venir petit à petit. Ils ont fait effectivement des sujets complètement variés, comme le salon des mangas, qui correspond à une envie qui leur était propre. Et il y a eu à côté de ça effectivement 2-3 interviews sur l'image qu'on peut avoir sur les jeunes, l'image qu'on peut avoir sur le quartier. Après, je m'inclus dedans parce que maintenant j'en fais partie vu que je travaille plus avec eux. Donc on est un collectif et ce genre de dynamique d'interview, on va en débattre bientôt parce que c'est vrai que ça commence à se poser. Il y a beaucoup de jeunes parmi le collectif qui ont envie effectivement d'aller un peu plus en avant sur ces questions de l'image des jeunes, l'image du quartier, sur les stéréotypes, etc. Alors Mohamed, ça vous interpelle cette remarque là de dire est-ce que vous avez envie de crier par rapport à ça? Prenez le micro bien après, voilà. Crier, non. Votre pas révolte, non. Non, pas vraiment. En fait, à la base, si on a fait de la radio, c'était surtout pour s'exprimer, parce qu'on avait des trucs à dire et qu'on avait envie d'être reconnu. Ouais. D'être connu, reconnu, qu'on avait envie qu'on sache ce qu'on est, qui on est, ce qu'on aime. C'est pour ça que principalement on a fait de la radio. Ensuite, c'est vrai qu'en faisant de la radio, on est quand même amené à parler de tout ce qui se passe un peu dans notre cité, Frévalon. Et donc on en parle. On a fait des interviews sur les grands frères. C'est pas pour rien qu'on a fait ça, c'est que quelque part ça nous intéressait et que ça nous interpellait. On se demandait pourquoi est-ce qu'il y avait de moins en moins de grands frères au niveau de la cité. Donc oui, on parle des problèmes qui nous sont propres. Oui, on essaie de militer, mais quelque part aussi, on fait ça aussi pour s'extérioriser, pour se régaler, se faire plaisir, et voilà quoi. Donc voilà. Alors une réaction là-bas, monsieur. Oui, bonsoir. Votre oui, prénom je m'appelle Waibi. On a parlé d'intégration. Moi, je serais dans l'autre sens. Je dirais pas l'intégration. Je serais plutôt dans le sens du gouvernement actuel. Je parlerais plutôt de désintégration, c'est-à-dire d'enlever un petit peu toutes les valeurs qui sont les leurs. Donc voilà, ça c'était le premier point. Et de deux, je crois que pour avoir rencontré un petit peu Dailymotion, effectivement, on a toujours peur et on a une énorme crainte de l'intervention de la jeunesse. On parle toujours de la jeunesse dans sa problématique. Donc voilà, quand on veut s'exprimer, on essaye chaque fois de leur couper les ponts. Alors aujourd'hui, essayez de mettre en place une radio ou une rencontre, débat entre des élus locaux, voire nationaux, sur la jeunesse. Vous allez voir que très peu vont répondre favorablement. Alors, on va passer à cette troisième partie. On va regarder maintenant, à réfléchir peut-être, voir dans ce troisième plateau, quand des jeunes ont un projet, qu'est-ce que finalement ils vont avoir à passer? Et on a souhaité vous faire passer une petite fiction sur comment des jeunes qui ont voulu monter une association, voilà ce qu'ils ont rencontré. On regarde. Ah ouais, yes. Alors moi je me présente, je m'appelle Salem et avec mes copains, on commence par les filles. Laura, Koulou, Clément. Eh ben on a décidé de monter une association parce que nous on est des jeunes motivés et on veut créer une association. Mais comment on fait? On fait comment? Ben je sais pas, on a qu'à aller au centre social. Ah ben on y va. Bah oui on y va. Je vous suis. Marchez de. Eh ouais, on va tout filmer comme ça, tout le monde y verra. Tout. C'est bon, ça tourne? Alors bonjour. Alors on est 4 jeunes et on voudrait monter une association de théâtre et on voudrait se renseigner donc justement au centre social de Frévalon quelles sont les démarches à suivre. D'accord, donc pour créer une association, il y a 2 formalités importantes pour monter une association. C'est la déclaration en préfecture et la parution au journal officiel.
Donc ces deux démarches sont importantes pour pouvoir fonctionner, demander des subventions. Donc c'est la liste des documents à fournir pour le montage de l'association. Merci beaucoup, madame. Mais de rien, bon courage et je suis avec vous pour l'association. Merci, madame. Nous ferons le nécessaire. Attendez, regardez l'équipe. On a eu l'adresse. On a l'adresse du CRIJ. Et tous les documents, donc on n'a plus qu'à y aller, donc justement on y va. Alors donc on a des infos en effet, on a des adresses utiles à vous donner. En revanche, on a une personne ici qui est spécialisée, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, mais je peux vous donner ses coordonnées, vous pourrez la contacter. On les appelle ? Bon, allez, va. Ils ont pas appelé ? Bah oui. Donc d'accord, demain c'est bon, 15h. 15h à part... C'est bon ? 15h. Je pense qu'on peut être fiers de nous. Bravo. Viens nous rejoindre. Bravo. Je pense qu'on peut être fiers de nous. Yes. On y va ? Oui, on y va. Mais c'est demain le rendez-vous. Donc c'était pour savoir comment s'organiser donc le montage d'une association. On a les démarches, mais savoir exactement en quoi ça consiste, les objets et tout ce qui doit être répertorié. Tout ce qui est organisation de l'association, c'est très important. Pour moi, quand on veut s'associer, créer une association, on s'associe justement autour d'un projet. Et c'est ça qui est le plus important finalement. Qu'est-ce que vous allez faire ? Pourquoi vous vous rassemblez ? Pourquoi vous voulez vous associer autour d'un projet ? Quel est ce projet ? Et surtout, qui va le porter, ce projet ? Et cet espace, justement, sa mission, c'est d'accompagner les jeunes dans leurs projets, leurs initiatives, non seulement pour les aider à le démarrer, mais aussi après à vous accompagner après. On a toutes les informations du monde. On est trop fort. On en est là pour vous dire que c'est bon, on a réussi. Ça y est, on a C'est bon, on est là, on y est arrivé. Plus qu'une chose à faire, c'est-à-dire élire la secrétaire, la trésorière et le président, merci. Comment ça? Ça veut dire... Qu'est-ce qu'on fait? Non, non mais... Oh non. Je rentre chez moi. Oh non mais... Non. Bah alors, Salem, reviens au moins. Allez, reviens. Il est là-bas, je crois. Mon Dieu, mais c'est pas vrai. On a réussi. Alors, pour voir avec nous un petit peu aujourd'hui, la jeunesse, elle est plein, comme vous l'avez pu voir dans ce reportage, plein de personnes s'intéressent aujourd'hui à la jeunesse, notamment l'État, notamment les collectivités locales. Avec nous pour en parler, Messab Waibi, responsable du secteur jeune du Conseil général. Bonjour. Voilà, Conseil général des Bouches-du-Rhône, donc. Tout à fait. Et Jean-Paul Mignon, conseiller technique et pédagogique. C'est un cumul de fonctions, ça. Conseiller d'éducation populaire. Oula, conseiller d'éducation populaire à la direction régionale et départementale de jeunesse et sport. C'est ça, pas très loin, à Château-Gombert, là, au-dessus du métro de la Rose. Ouais. Alors, on a vu pendant ce plateau que la jeunesse était quand même un élément qui est l'enjeu de beaucoup de stigmatisation, de crise. Une jeunesse qui existe par elle-même et qui finalement a peut-être pas besoin, vit sa vie quoi, aussi par rapport à ça. Et puis des organismes qui s'intéressent à la jeunesse. Alors pourquoi s'intéresse-t-on à la jeunesse aujourd'hui? Alors, Jean-Paul et puis après Waibi peut-être hein. Pourquoi on s'intéresse et pourquoi aujourd'hui l'État s'intéresse? Est-ce qu'il s'y intéresse toujours d'ailleurs? Est-ce qu'il reste quelque chose de la politique jeunesse? Alors si vous posez la question par rapport à l'État, je pense que les jeunes aimeraient parfois que l'État s'intéresse un petit peu moins à eux.
dans certaines Parce que si un test pas circonstances. toujours à l'idée que peut-être... Je veux dire, dans un premier temps, lorsque le ministère de la Jeunesse et des Sports a été créé, ça a été pour mettre en place des politiques permettant aux jeunes d'intégrer des processus qui les aidaient à créer de l'action collective, à se former tout au long de la vie, à développer des à développer des politiques de loisirs, des politiques culturelles. Je veux dire, on n'est vraiment plus dans cette situation-là aujourd'hui. On n'est pas vraiment, on n'est plus tout à fait. C'était une vision du jeune comme un potentiel adulte. C'était une vision du jeune comme un potentiel adulte. C'est un ministère qui est né juste après la guerre, dans les grands projets généreux du Conseil national de la résistance. Mais tout le monde sait aujourd'hui que les grands projets généreux du Conseil national de la résistance ne sont plus très à la mode. Alors, on va revenir dessus. Pour vous, au Conseil général, donc, qui est une collectivité locale, qui a l'action sociale en mission, qu'est-ce qui aujourd'hui fait que cette collectivité locale s'intéresse à la jeunesse et ses potentialités ? Mais disons que ça a été une volonté politique, hein, une décision de mettre en place, de créer déjà dans un premier temps une délégation départementale à la jeunesse. C'est-à-dire que si le service jeunesse existe à l'heure d'aujourd'hui au Conseil général, c'est en 1994 a été créée la première délégation départementale à la jeunesse sur toute la France. Donc on a été quand même un petit peu précurseur là-dessus. Et effectivement, le département a souhaité apporter un soutien à la jeunesse du département des Bouches-du-Rhône. Alors, qu'est-ce qui peut aujourd'hui, quand on voit ce reportage, beaucoup de monde s'intéresse à la jeunesse. Mais est-ce que finalement un jeune s'y retrouve quand il veut se faire aider par rapport à la myriade d'aides qu'il peut avoir entre missions locales, entre Action Santé, entre Jeunesse et Sport, entre le Conseil général, entre le Conseil régional. Tout le monde parle de la jeunesse, mais est-ce qu'aujourd'hui, dans la myriade des choses qui peut faire qu'on puisse aider un jeune, d'abord parle-t-on du jeune et de son devenir ? Je veux dire, on en est où là ? Oui, alors... Votre diagnostic, et vous, le public, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ces potentialités, est-ce que vous trouvez qu'on s'y retrouve ? Un petit mot d'abord quand même. C'est vrai que depuis 30 ans maintenant, presque, hein, il y a eu les lois de décentralisation et la compétence jeunesse, c'est une compétence qui n'a pas été clairement partagée dans les lois de décentralisation. Donc le Conseil régional s'occupe de la jeunesse, le Conseil général s'occupe de la jeunesse, l'État s'occupe de la jeunesse, les communes s'occupent de la jeunesse. Mais heureusement, au niveau institutionnel, toutes ces institutions collaborent. Je veux dire, on se retrouve très souvent avec Waibi à travailler ensemble sur des politiques d'aide aux jeunes, notamment à travers les chantiers de jeunes ou avec ses collègues en ce qui concerne l'information des jeunes. Donc il y a effectivement énormément de dispositifs qui fonctionnent un petit peu comme un millefeuille, mais il y a quand même beaucoup de collaboration entre ces différents organismes. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que quand on est jeune, on s'y retrouve dans ce millefeuille ? Est-ce que des jeunes qui sont ici, vous trouvez qu'aujourd'hui c'est facile d'avoir accès ? Est-ce que vous avez la sensation qu'il y a des gens qui s'occupent ? Quel est pour vous le signe ? À un moment, une question dans le fond là-bas. Voilà. De nouveau Jérôme. Plus une réflexion qu'une question en fait. Au niveau des dispositifs ou des aides qui aident pour les jeunes, votre question qui est de savoir si les jeunes s'y retrouvent, étant donné déjà que les professionnels qui travaillent auprès des jeunes ont parfois du mal à s'y retrouver. Faut quand même rappeler qu'on vit dans un pays où l'abondance de lois peut parfois nuire. On est quand même des spécialistes en termes de lois, on fait des lois un peu sur tout et n'importe quoi. C'est un peu la même chose au niveau des dispositifs, sauf qu'à un moment donné, effectivement, le millefeuille, il est difficile à digérer et il faut quand même s'y mettre quasiment à temps plein pour pouvoir quand même s'y retrouver. Même si effectivement tout n'est pas négatif, il y a des dispositifs qui existent et qui sont utiles aux jeunes. Mais pour revenir sur votre question, est-ce qu'un jeune s'y retrouve ? Je pense que déjà il y a beaucoup de professionnels qui ne s'y retrouvent pas. Même si effectivement il y a une collaboration qui est de plus en plus effective entre les services, entre les personnels de terrain. À l'heure actuelle, de par on va dire la nature un peu, pas procédurière, mais le côté un peu législateur qui est en chaque Français, c'est un peu difficile de s'y retrouver sur l'ensemble des dispositifs existants. Voilà. Et je parle même pas de leur application qui échappe bien souvent à des règles qui étaient eux-mêmes fixées à la naissance du dispositif. En gros, parfois on applique des dispositifs de manière un peu aléatoire ou détournée en tout cas. Voilà ce que j'avais à dire. Alors, Messad,
quand vous entendez un petit peu cette approche-là, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que, par rapport à ce que peuvent vivre des jeunes, on est à la hauteur de la prise en charge d'une demande des jeunes qui traversent, on l'a souligné tout à l'heure, une crise avec des problématiques d'emploi, des problématiques de logement, des problématiques d'accès à la culture, des problématiques. Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez que par rapport à cette génération montante qui sera les adultes de demain, il faut le préciser, est-ce qu'on répond à la hauteur? Est-ce qu'on est, on est cohérent? Et est-ce qu'on apporte un message clair en la matière? Apporter des messages clairs, c'est toujours un petit peu difficile pour nos collectivités. Je crois que Jérôme l'a très bien résumé. Il y a pléthore de dispositifs et maintenant des différentes collectivités. L'ensemble de ces collectivités sont très vite aperçues que la jeunesse était un fort potentiel. Après, quels sont les moyens qu'on peut leur donner? Ça, c'est un autre débat. Ceci étant, est-ce que sur les interventions, par exemple, des collectivités, notamment la nôtre, le département des Bouches-du-Rhône, on est sur des compétences facultatives. C'est-à-dire qu'on n'a absolument pas d'obligation de travailler soit pour la jeunesse ou pour autre chose. C'est-à-dire que la compétence du département, déjà dans un premier temps, vous l'avez dit, c'est l'action sociale. Déjà dans un premier temps, qui représente en gros 50%, un peu plus de 50% de son budget. Ceci étant, on a une forte volonté de mettre en place des dispositifs d'aide qui sont destinés pour les jeunes, mais surtout à travers des structures. Voilà, structures sociales ou des structures d'accueil ou des structures de jeunes. Pourquoi? Tout simplement parce que administrativement, nous gérons quand même des deniers publics et nos deniers publics ne peuvent pas transparaître directement auprès du jeune, à l'exception de des dispositifs très précis comme ceux que nous avons à l'heure d'aujourd'hui, les bourses initiatives jeunes, où nous sommes en train de collaborer un petit peu avec l'État pour développer ces bourses initiatives jeunes. C'est quoi des bourses initiatives jeunes? C'est qu'on souhaite aider les jeunes dans leur démarche, dans leur projet, dans la mise en place d'un projet, soit sur la thématique humanitaire, soit sur la thématique environnement. Ensuite, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle jeunes. C'est quoi les jeunes? Voilà. Est-ce que c'est un gamin de 11 ans, c'est déjà un jeune, 17 ans c'est jeune, 20 ans c'est jeune, 25 ans c'est jeune? Nous, on est encore jeunes puisqu'on travaille autour de la jeunesse. Ceci étant, on a élaboré des critères. Hein. Nous, par exemple, le service jeunesse, c'est les 11-25 ans. Pourquoi 11-25 ans? Parce qu'on a déjà la première partie qui est la partie de collège, hein, la partie découverte, et ensuite il y a la partie accompagnement et développement qui est celle des 15-25 ans. Alors, Jean-Paul, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'on fait avec les jeunes? Parce qu'on entend parler de dispositifs, d'environnement, de choses comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les jeunes sont associés et que finalement, on a un État, un pays qui prend en compte l'expression des jeunes et qui font des projets avec les jeunes? Ou alors, ce n'est pas du tout le propos de la politique jeunesse? Mais c'est le propos de la politique jeunesse à partir du moment où les jeunes sont capables d'amener une expression auprès des institutions. Je veux dire, il y a des jeunes qui aujourd'hui, à travers une expression qui leur est propre, à travers le slam, à travers le rap, réussissent à se faire reconnaître. Je crois que c'est, entre autres, hein, je parle du rap, du slam, mais il y a d'autres types d'expressions qui aujourd'hui fonctionnent. L'État, le Conseil général, le Conseil régional sont capables d'animer des systèmes d'aide à l'initiative, comme le disait tout à l'heure Waibi. Je veux dire, les animateurs, et il y en a qui sont dans la salle, connaissent ces dispositifs et sont capables de faire le lien entre les jeunes et ces moyens qui sont mis à leur disposition. Alors, ceci dit, ce n'est jamais très évident. Hein, c'est-à-dire que il faut se méfier des effets d'annonce, de la com, des dispositifs qui ont pour but de promouvoir une image des jeunes telle qu'en rêvent les vieux. Je veux dire, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est le travail collectif qui est fait par les jeunes sur le quartier, souvent avec l'aide d'animateurs qui font un excellent boulot, et que ce travail puisse se faire reconnaître. Il y a encore des possibilités pour cette reconnaissance-là. Alors, dans la salle, est-ce que vous, par rapport à ce que vous vivez dans le quartier, est-ce que vous trouvez que les dispositifs offerts par les différentes collectivités vous conviennent quand on vous appelle à l'initiative, ou s'ils ne vous conviennent pas, pourquoi ils ne vous conviennent pas, et qu'est-ce que vous attendriez pour répondre à ce que vous souhaitez au niveau des jeunes, notamment? Alors, parents, vous pouvez vous exprimer, jeunes, vous pouvez vous exprimer, profitez-en. Est-ce que ça vous trouvez qu'aujourd'hui, ce qu'on vous renvoie est adapté à vos préoccupations?
Est-ce que quand vous entendez aujourd'hui de dire on a des dispositifs à l'initiative, est-ce que vous vous sentez concerné par ça? Et si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Ah, ça vous laisse dubitatif. Est-ce que vous trouvez que par rapport à ce qui est dit là, les jeunes, c'est quelque chose, vous sentez que c'est pris en considération ou pas? Est-ce que vous sentez écouté? Est-ce que vous sentez les propositions, elles sont là pour dire on vous attend, faites des choses? Ou alors c'est pas du tout ce que vous ressentez? Le silence. Si je peux me permettre, juste apporter une précision, c'est que on voit très bien la difficulté par rapport à votre question. C'est-à-dire que l'ensemble des collectivités, nous on intervient surtout avec l'appui des structures. C'est-à-dire qu'on va soutenir les structures pour pouvoir développer des projets. C'est surtout là-dessus. Donc on voit vraiment cette difficulté d'avoir un éclaircissement sur les dispositifs mis en place. Et nous, collectivités, effectivement, on passe directement par les associations. Alors, on a une question, on a une remarque. Voilà. Alors, vous levez-vous. Moi, en fait, c'est par rapport aux aides qui sont proposées. En fait, j'ai une petite question, même une remarque, une histoire qui m'est arrivée, que je suis allé à la mission locale, je leur demandais de l'aide, on va dire, pour qu'ils puissent me mettre sur de bons rails. Et en fait, la seule chose qu'ils ont pu me dire, excusez-moi des mots utilisés, mais franchement, ils m'ont dit, on n'est pas assez dans la merde pour qu'on puisse t'aider. Et franchement, ils m'ont laissé comme ça. C'est original, ça, d'accord. Et ils m'ont laissé, voilà, sur ma fin, comme ça. Est-ce que vous pensez, par rapport à ce que vous dites là, c'est quelque chose que vous vivez vous, ou c'est un petit peu le sentiment général? Général, je sais pas, je peux pas parler pour les autres, mais pour moi, en fait, franchement, ça m'a pas aidé du tout. C'est assez commun. On voit souvent les missions locales dire, ouais, on était à la mission locale, ils nous ont pas écoutés, ou des choses comme ça. Pardon? C'est assez commun comme réaction, quoi. Je veux dire, on entend souvent dire, quand on travaille dans un quartier, ben, la mission locale, on y a été, mais on nous a pas écoutés, ou si on attendait autre chose, quoi. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, c'est adapté, ce qui est envoyé comme politique jeunesse, par rapport aux aspirations des jeunes? Voilà. La question est peut-être un peu compliquée. On a la réponse. La réponse, voilà. Alors, vas-y. Oui, un petit mot sur ce thème. C'est vrai qu'il y a des organismes qui fonctionnent par dispositif, c'est-à-dire qui visent essentiellement les jeunes qui ont tel type de difficultés. Une chance qu'on a encore à GES Sport et que l'on partage dans le cadre d'un partenariat avec le Conseil général, c'est que les dispositifs d'aide sont des dispositifs d'accès au droit commun. Je veux dire, on n'aide pas un jeune parce qu'il est blanc, parce qu'il est noir, parce qu'il habite tel quartier, etc. Je veux dire, on aide un jeune qui, dans une action collective, prend une initiative. Je veux dire, je ne sais pas si ça va durer longtemps, mais il y a encore aujourd'hui des budgets qui fonctionnent dans ce sens-là, et je crois qu'il faut encore pouvoir en profiter. Alors, juste avant de conclure, en 2 minutes, Messad, vous vouliez nous parler de quelque chose? Oui, simplement pour dire que moi je suis un militant sur la cité de Frévalon et sur les initiatives qui ont été menées sur la cité. Il y en a une qui a été belle, qui était l'année dernière, c'est qu'un groupe de jeunes et de moins jeunes sont partis faire l'ascension du Mont Blanc le 5 juillet dernier, donc qui ont atteint le sommet de 4810 mètres. Et effectivement, là, on a eu la chance, parce qu'on a eu un relais quand même au niveau de la presse, pour avoir des échos favorables. Alors, les échos favorables ont été, lorsqu'on est passé dans la presse, plusieurs personnes, aussi bien dans la cité qu'à l'extérieur, nous ont montré du doigt et puis nous ont reconnus en disant, ben voilà, on a fait l'ascension du Mont Blanc, et donc ça, c'est quand même super. Mais il faut toujours avoir un relais. Alors, évidemment, on ne peut pas traiter en un plateau l'ensemble des choses. La seule chose que peut-être on peut retenir de ce plateau, c'est que la jeunesse fait débat et qu'il y aura certainement à y revenir dans les détails sur un certain nombre de choses qu'on a abordées ce soir. Je souhaitais conclure ce plateau en remerciant tous les participants, en remerciant notamment l'ensemble des acteurs. À la régie était présente ce soir Clément, était présent, on peut les applaudir d'ailleurs, merci. Était présent au son Farid et Mathia, était présent au magnéto Vanessa, à la régie, dans les caméras sur le plateau, parce qu'un plateau participatif c'est aussi des gens sur le plateau, était présent Kaina, on l'applaudit, Charlotte qui n'a pas arrêté de compter toute la soirée, qui va bien dormir cette nuit, on peut l'applaudir, Audrey, Laura et Salem
les 3 caméras qui depuis tout à l'heure vous filment, et Manel et Koulou qui étaient les coordinateurs du plateau. L'équipe post-invité était faite par Sandra et Sylvie. Alors, bien entendu, on aura l'occasion de reparler de la jeunesse. Malaise qui se sent sur un plateau comme celui-ci. Je pense que ce sera intéressant à creuser. Et merci d'avoir assisté à cette émission. Et merci à tous. Merci au CPCV. Merci au Centre social de Frévalon. Merci également à la maison de quartier qui nous a accueillis aujourd'hui, à son directeur, à toute l'équipe. Et à bientôt sur O2 Zone Télévision. Au revoir.